Circuit. Tim essaya de revenir au menu principal, mais il se trouva embarqué dans une succession d'écrans de contrôle minuteurs dont il ne parvenait pas à se dépêtrer. La plupart des ordinateurs possédaient une touche ou une commande particulière permettant de revenir au menu précédent ou au menu principal, mais cela ne semblait pas être le cas de celui-ci. De plus, il était certain que le programme comportait des commandes d'aide, mais il ne parvenait pas non plus à les trouver. Tim se sentait d'autant plus nerveux que Lex ne tenait pas en place et lui criait dans les oreilles. Tim réussit enfin à retourner au menu principal. Il ne savait plus très bien ce qu'il avait fait, mais il y était arrivé. Il s'accorda quelques instants de réflexion pour trouver la bonne commande. « Fais quelque chose, Timmy !»« Vas-tu te taire à la fin ? Tu vois bien que je cherche de l'aide !» Il essaya Template Main, mais l'écran afficha un diagramme compliqué rempli de cases et de flèches reliées entre elles. Non, inutile. Il essaya ensuite Interface commune, et un nouveau tableau s'afficha sur l'écran. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Alex. « Pourquoi est-ce que tu ne rétablis pas l'électricité, Timmy ?» Il ne répondit pas. Peut-être la touche Info lui permettrait-elle d'obtenir de l'aide. Il essaya. « Timmy !» lança la fillette d'une voix implorante. Il avait déjà appuyé sur Trouver, mais il n'obtint qu'une nouvelle fenêtre inutile. Il essaya ensuite Retour. Il entendit la voix de Muldoon qui lui demandait comment se présentait la situation, mais il ne répondit pas, trop occupé à essayer toutes les touches l'une après l'autre. Soudain, sans qu'il sût pourquoi, le menu principal s'afficha. Parc Jurassique mise en route système. Il étudia l'écran. Certains symboles semblaient avoir un rapport avec les circuits électriques. Il remarqua également Statue Main et Critical Locks pouvaient avoir de l'importance. Puis il entendit les grondements des raptors. Il fallait prendre une décision. Il choisit Set Grids et poussa un grognement de déception en voyant s'afficher un nouveau tableau. Il ne savait plus quoi faire. Il essaya Standard Parameters. Tim ne put retenir un geste de dépit, et il lui fallut quelques instants pour se rendre compte qu'il venait d'obtenir de précieux renseignements. Il connaissait maintenant les coordonnées du pavillon. Il appuya sur Circuit F4. « Ça ne marche pas !» dit Lex. « Je le vois bien !» Il essaya une autre touche et un nouveau message s'afficha. Tim s'efforça de garder son calme et d'analyser la situation. Il ne savait pas pourquoi, mais chaque fois qu'il essayait de mettre un circuit en service, il recevait un message d'erreur lui indiquant que c'était incompatible avec la commande qu'il entrait. Qu'est-ce que cela signifiait ? Pourquoi cette incompatibilité ? « Timmy !» murmura Lex en lui tirant le bras. « Pas maintenant, Lex !»« Si, maintenant !» dit-elle en l'arrachant à la console. C'est à ce moment-là que Tim entendit les grondements des raptors. Ils venaient du couloir. Les vélociraptors avaient presque fini de ronger le second barreau d'acier de la lucarne donnant sur le lit de Malcolm. Ils parvenaient maintenant à passer toute la tête à travers le châssis de la vitre brisée et ils tendaient le cou en grondant contre les occupants de la chambre. Puis ils retiraient la tête et se remettaient à ronger les barreaux. « Ils n'en ont plus pour longtemps, » déclara Muldoon. « 3 ou 4 minutes, pas plus. »« Tim, tu m'entends ?» poursuivit-il en prenant sa radio. « Tim ?» Il n'y eut pas de réponse. Tim sortit de la salle de contrôle et vit un vélociraptor au bout du couloir devant le balcon. Il considéra l'animal avec stupéfaction en se demandant comment il avait bien pu sortir de la chambre froide. Il vit soudain apparaître un deuxième raptor sur le balcon et il comprit. Le dinosaure qui se trouvait dans le couloir n'était pas celui de la cuisine, mais un autre, venu de l'extérieur, qui avait sauté sur le balcon. Il vit le deuxième raptor se poser silencieusement, parfaitement en équilibre sur la balustrade. Tim n'en croyait pas ses yeux. Le dinosaure avait fait un bond de 3 mètres. Plus de 3 mètres. Ces animaux avaient une incroyable puissance dans les jambes. « Tu ne m'avais pas dit qu'il pouvait… » commença Alex. « Chut !» Tim essayait de réfléchir, mais il ne pouvait détacher les yeux du balcon où, avec un mélange d'effroi et de fascination, il vit apparaître le troisième raptor. Les 3 animaux commencèrent à tourner sur place au bout du couloir. Puis, à la file indienne, ils se mirent en marche, dans leur direction. Sans se retourner, Tim poussa doucement la porte pour rentrer dans la salle de contrôle. Mais la porte ne bougea pas, et il poussa plus fort.
On ne peut pas entrer, chuchote Alex. Regarde. Elle lui montra la fente destinée à recevoir la carte magnétique. Une lumière rouge brillait juste à côté. La fermeture de sécurité avait été réactivée. Idiot! À cause de toi, nous sommes à la porte! Tim regarda dans le couloir. Il vit d'autres portes, mais à côté de chacune d'elles, un point rouge brillait. L'accès à toutes les salles leur était interdit. Ils ne pouvaient aller nulle part. Il distingua une forme inerte à l'autre bout du couloir. C'était le cadavre d'un garde. Une carte magnétique blanche était fixée à sa ceinture. « Viens !» murmura-t-il à sa sœur. Ils s'élancèrent vers le corps du garde. Tim prit la carte et se retourna, mais les raptors les avaient vus. Les 3 dinosaures bloquaient le passage en montrant les dents. Ils s'écartèrent les uns des autres et commencèrent à remuer la tête d'avant en arrière avec des mouvements cadencés. Ils s'apprêtaient à attaquer. Tim n'avait qu'une seule chose à faire. Il glissa la carte magnétique dans la fente de la porte la plus proche et poussa Lex à l'intérieur de la pièce. Tandis que la porte se refermait lentement derrière eux, les raptors chargèrent avec des sifflements furieux. Pavillon. La respiration de Ian Malcolm était si faible que chaque souffle semblait devoir être le dernier, et il considérait les raptors d'un regard sans vie. Harding prit l'attention du blessé, fit la grimace et recommença. Malgré la couverture dans laquelle elle s'était enroulée, Ellie Sattler frissonnait. Muldoon était assis par terre adossé à un mur. Hammond gardait les yeux levés vers le plafond sans ouvrir la bouche. La radio restait désespérément muette. « Qu'a-t-il bien pu arriver à Tim ?» demanda Hammond. « Pourquoi n'appelle-t-il pas ?»« Je ne sais pas. »« Ils sont laids, n'est-ce pas ?» murmura Malcolm. « Incommensurablement laids. »« Qui aurait pu imaginer que les choses tourneraient ainsi ?» marmonna Hammond en secouant la tête. « Malcolm, peut-être ?» glissa Ellie. « Je ne l'ai pas imaginé, » dit le mathématicien. « Je l'ai calculé. »« Arrêtez, je vous prie, » soupira Hammond. « À quoi bon répéter, je vous l'avais bien dit pendant des heures. Personne n'a jamais souhaité que nous en arrivions là. » « Il ne s'agit pas de ce que l'on souhaite, » répliqua Malcolm sans ouvrir les yeux, d'une voix que la morphine rendait pâteuse. « Ce qui compte, c'est ce que l'on pense pouvoir accomplir. Quand le chasseur s'enfonce dans la forêt pluviale pour aller chercher de quoi nourrir sa famille, compte-t-il imposer sa loi à la nature? Bien sûr que non. Il a conscience que la nature le dépasse, qu'il n'a aucune prise sur elle. Peut-être même rend-il grâce à la nature, à la fertilité de la forêt qui pourvoit à sa subsistance. Il lui rend grâce parce qu'il sait qu'il n'a aucun pouvoir sur elle, qu'il est à sa merci. Mais vous avez décidé que vous ne serez pas à la merci de la nature. Vous avez décidé que vous la servirez. Dès lors, vous vous exposez à de graves ennuis, car votre entreprise est vouée à l'échec. Vous avez fabriqué des systèmes qui exigent de vous la réussite, mais vous ne pouvez pas réussir. Vous ne pourrez jamais. Il ne faut pas tout confondre. Vous pouvez fabriquer un bateau, vous ne fabriquerez pas l'océan. Vous pouvez fabriquer un avion, vous ne fabriquerez pas l'air. Vos pouvoirs sont beaucoup plus limités que vos rêves de raison ne vous portent à le croire. « Je n'arrive plus à le suivre, » fit Hammond avec un soupir. « Où Tim a-t-il bien pu aller? Moi qui croyais pouvoir compter sur lui. »« Je suis sûr qu'il fait ce qu'il peut pour que tout rentre dans l'ordre, » dit Malcolm. « Nous en sommes tous là. »« Et Grant, où est-il passé celui-là » Grant arriva devant la porte de derrière du centre des visiteurs, celle par laquelle il était sorti 20 minutes plus tôt. Il posa la main sur la poignée, mais elle ne tourna pas. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua la petite lumière rouge. La fermeture automatique des portes avait été rétablie. Grant étouffa un juron. Il fit le tour du bâtiment au pas de course et entra dans le hall par la porte aux vitres fracassées. Il se dirigea d'abord vers le bureau de la sécurité où la radio émettait des grésillements continus, puis se rendit dans la cuisine en espérant y trouver les enfants. Mais la porte était ouverte et les enfants avaient disparu. Il monta au premier étage, mais constata que la porte donnant accès à la zone interdite ne s'ouvrait pas non plus. Impossible d'aller plus loin. Il lui fallait une carte magnétique. C'est alors qu'il entendit des grondements venant du couloir, de l'autre côté de la porte.
Tim sentit sur sa joue le contact de la peau de reptile. Des griffes déchirèrent sa chemise et il tomba sur le dos en poussant un cri de terreur. « Timmy !» hurla Lex. Tim se releva rapidement. Juché sur son épaule, le bébé vélociraptor poussait des piaillements affolés. Les enfants se trouvaient dans la nurserie. La pièce toute blanche sur le sol de laquelle étaient répandus des jouets. Une balle jaune, une poupée, un hochet en plastique. « C'est le bébé raptor !» dit Lex en avançant la main vers le petit animal agrippé à l'épaule de son frère. Le raptor enfouit sa tête dans le cou de Tim, qui se dit que le pauvre animal devait être affamé. Lex se rapprocha. Le petit dinosaure bondit sur son épaule et se frotta contre son cou. « Pourquoi est-ce qu'il fait ça ?» demanda-t-elle. « Tu crois que c'est parce qu'il a peur ?»« Je ne sais pas, » dit Tim. Lex repassa le raptor à son frère. Le petit animal se mit à gazouiller et à pousser de petits cris en sautillant sur l'épaule de Tim. Il tournait les yeux dans toutes les directions avec de petits mouvements saccadés de la tête. Le bébé était à l'évidence très excité. « Timmy !» murmura Lex. La porte du couloir ne s'était pas entièrement refermée derrière eux, et les vélociraptors adultes entraient l'un derrière l'autre dans la nurserie. L'agitation du petit dinosaure redoubla, et il se mit à faire des bonds sur l'épaule de Tim. « Le bébé détournera peut-être leur attention, » songea le garçon. « Après tout, c'est un des leurs. » Il saisit le petit animal et le poussa de toutes ses forces vers la porte. Le bébé fila entre les jambes des adultes. Le premier vélociraptor approcha son museau de lui et le flaira délicatement. Tim prit la main de Lex et l'entraîna vers le fond de la salle. Il devait bien y avoir une porte, une issue. Un hurlement perçant retentit. Tim se retourna et vit le bébé entre les mâchoires de l'adulte. Un second vélociraptor s'approcha et tira sur les pattes du bébé en essayant d'arracher sa proie à son congénère. Les deux raptors commencèrent à se battre, tandis que le bébé poussait des cris déchirants. De grosses gouttes de sang s'écrasaient sur le sol. « Ils l'ont mangé !» souffla Lex. Les deux vélociraptors continuaient de se battre pour la possession du petit corps déchiqueté. Tim trouva une porte. Elle n'était pas fermée à clé, et il entraîna Lex dans la salle voisine. Elle baignait dans une lumière verte et Tim reconnut le laboratoire d'extraction de l'ADN, avec ses microscopes stéréoscopiques abandonnés et les écrans vidéo à haute résolution montrant des images géantes d'insectes en noir et en blanc. C'étaient les mouches et autres moucherons qui, des millions d'années auparavant, avaient piqué des dinosaures et dont le sang trouvé dans leur corps avait été utilisé pour recréer les animaux du parc. Les enfants traversèrent le laboratoire en courant. Tim entendait les grondements et les grognements furieux des raptors lancés à leur poursuite et qui gagnaient du terrain. Arrivé au fond du laboratoire, il poussa une porte qui devait être munie d'un système d'alarme, car, le long de l'étroit couloir dans lequel ils s'engouffrèrent, une sirène fit entendre sa plainte aiguë et les plafonniers se mirent à clignoter. Ils suivirent le couloir dans une alternance de lumière et d'obscurité, tandis que les grondements de plus en plus proches des raptors couvraient le bruit de la sirène. Lex le suivait avec difficulté, en gémissant. Tim vit devant lui une autre porte, qu'il poussa de l'épaule. En franchissant le seuil, il heurta violemment un obstacle, et Lex poussa un cri de terreur. « Du calme, les enfants !» articula posamment une voix. Tim écarquilla les yeux. La silhouette du docteur Grant se dressait au-dessus de lui. À ses côtés se trouvait M. Gennaro. Il avait fallu près de 2 minutes à Grant pour songer que le garde dont le corps gisait dans l'entrée devait avoir sur lui une carte magnétique. Il était donc redescendu la chercher, puis avait regagné le premier étage où il s'était engagé dans le couloir. Guidé par les grondements des raptors, Grant avait vu les deux animaux se battre dans la nurserie, et, comprenant que les enfants étaient passés dans la salle voisine, il s'était précipité vers le laboratoire d'extraction. Et il les avait trouvés. Après avoir marqué un temps d'hésitation en voyant apparaître les deux hommes, les raptors avaient repris leur progression. Grant poussa rapidement les enfants dans les bras de Gennaro. « Emmenez-les en lieu sûr, » dit-il à l'avocat d'un ton impérieux. « Mais... passez par là, » poursuivit Grant en tournant la tête pour montrer une porte derrière lui. « Essayez d'aller dans la salle de contrôle. Vous devriez être en sécurité. »« Et vous, qu'allez-vous faire » demanda Gennaro.
Les raptors étaient arrivés à la porte et Grant remarqua que les animaux se regroupaient avant de se remettre en marche. L'habitude de chasser en bande, songea le paléontologiste en frissonnant. J'ai un plan, dit-il à Gennaro. Allez-y, ne perdez pas de temps. L'avocat entraîna les enfants vers la porte. Les raptors avancèrent vers Grant, sans un regard pour les ordinateurs, ni pour les écrans qui affichaient sans répit des séquences de code. Ils avançaient sans marquer la moindre hésitation, baissant la tête en cadence pour flairer le sol. Grant entendit derrière lui le déclic de la porte qui se refermait. Ils étaient maintenant tous les trois de l'autre côté de la paroi de verre et ils le regardaient. Gennaro secoua la tête. Grant comprit la signification de son geste. Il n'y avait pas de porte donnant dans la salle de contrôle. Gennaro et les enfants étaient pris au piège. Tout dépendait de lui à présent. Grant avança lentement dans le laboratoire en éloignant les raptors de l'avocat et des enfants. Il aperçut une autre porte un peu plus loin. Un panneau indiquait « Accès au laboratoire ». Il ne savait pas de quel laboratoire il s'agissait, mais une idée commençait à germer dans son esprit et il espérait ne pas s'être trompé. Voyant que les raptors se rapprochaient, Grant poussa la porte et pénétra dans une grande salle à l'atmosphère chaude et ouatée. Il lança un regard circulaire. Oui, c'était bien ce qu'il espérait. Il se trouvait dans la salle d'incubation. Lumière infrarouge, longue table, rangée d'œufs enveloppés dans une épaisse vapeur. Sur les tables, un balancement régulier était imprimé aux œufs. La vapeur débordant des tables retombait jusqu'au sol où elle s'évaporait rapidement. Grant se précipita directement au fond de la salle d'incubation, où, derrière une cloison vitrée, se trouvait un laboratoire. Ses vêtements luisaient sous les ondes ultraviolettes, tandis qu'il passait en revue tout le fragile matériel de laboratoire, récipients de réactifs, vases remplis de pipettes, plats de verre. Les raptors entrèrent prudemment dans la salle, en humant l'air chaud et humide, et en regardant les longues tables animées d'un mouvement continu. Le premier essuya le sang de sa gueule avec le dessus de son bras, et les trois dinosaures commencèrent à se glisser silencieusement entre les tables. Ils avançaient avec une parfaite coordination, en se baissant à intervalles réguliers pour regarder sous les tables. Ils le cherchaient. Grant s'accroupit et gagna le fond du laboratoire où il vit une table surmontée d'un capot où figurait une tête de mort. Une petite plaque annonçait « Danger, toxine biogénique A4, manipulée avec précaution ». Il se rappelait que Henry Wu avait dit que ces poisons étaient si violents que quelques molécules suffisaient pour tuer un animal en quelques secondes. Le capot arrivait au ras de la surface de la table, et Grant ne pouvait glisser la main par-dessous. Il essaya de l'ouvrir, mais ne trouva ni poignée ni bouton, aucune commande d'ouverture. Il se redressa lentement pour regarder la salle d'incubation. Les raptors continuaient à avancer. Il reporta son attention sur le capot et remarqua un curieux boîtier de métal encastré dans la table, ressemblant à une prise de courant à usage extérieur et fermé par un couvercle rond. Il souleva le couvercle, vit un bouton et l'enfonça. Le capot se releva avec un chuintement prolongé. Grant découvrit des tablettes de verre supportant des rangées de fioles qui portaient une tête de mort. Il parcourut les étiquettes. CCK55, tétra-alpha-sécrétine, thymolévine X1612. Les liquides émettaient une lueur verte pâle sous les ultraviolets. Grant vit juste à côté un récipient de verre, rempli de petites seringues qui contenaient une quantité très réduite de liquide vert. Accroupi dans la pénombre bleutée, Grant leva la main vers le récipient. Les aiguilles des seringues étaient protégées par un petit capuchon en plastique. Il en retira un avec ses dents et regarda l'aiguille extra fine. Puis il repartit dans la salle d'incubation, au devant des raptors. Alan Grant avait consacré une grande partie de sa vie à l'étude des dinosaures. Le moment était venu de voir s'il les connaissait bien. Velociraptor était un petit carnivore, cousin d'Oviraptor et de Dromaeosaurus, dont les scientifiques s'accordaient à penser qu'il volait des œufs. De la même manière que certains oiseaux modernes volent les œufs d'autres oiseaux, il ne faisait aucun doute pour Grant que les vélociraptors mangeraient des œufs de dinosaures si l'occasion leur était donnée. Tout courbé, il s'avança jusqu'à la première table. Il leva lentement la main, la plongea dans le nuage de vapeur et saisit un œuf.
L'œuf était presque aussi gros qu'un ballon de football, avec une coquille crème mouchetée de rose. Tenant solidement l'œuf d'une main, Grant enfonça l'aiguille à travers la coquille et injecta le contenu de la seringue. L'œuf émit aussitôt une lueur bleu pâle. Grant se baissa. Il voyait sous la table les jambes des raptors et les épaisses volutes de vapeur s'enroulant jusqu'au sol. Puis il lança par terre l'œuf luisant et le fit rouler en direction des dinosaures. En entendant le bruit, les raptors s'arrêtèrent et tournèrent la tête dans toutes les directions. Puis ils reprirent lentement leur traque. L'œuf s'arrêta à plusieurs mètres du premier raptor. Grant jura tout bas et recommença toute l'opération. Il prit un autre œuf sur la table, y injecta le liquide et le fit rouler vers les dinosaures. Cette fois, l'œuf heurta le pied d'un des vélociraptors. Il continua à se balancer doucement en tapant contre une énorme griffe. Surpris, le raptor baissa la tête. Il se pencha, flaira l'œuf phosphorescent et entreprit de le faire rouler en le poussant avec son museau. Puis, il s'en désintéressa. Le vélociraptor se dressa de nouveau sur ses pattes de derrière et se remit à avancer dans la salle d'incubation. Décidément, cela ne marchait pas. Grant saisit rapidement un troisième œuf et y injecta le contenu d'une nouvelle seringue. Puis il le fit rouler, mais plus vite que les autres, comme une boule de bowling. L'œuf commença à traverser bruyamment la salle. L'un des animaux entendit le bruit, se baissa, vit l'œuf arriver et se lança instinctivement à la poursuite de l'objet qui se déplaçait. Il se glissa prestement entre les tables pour l'intercepter. La puissante mâchoire se referma sur l'œuf avec un bruit sec quand la coquille éclata. Le raptor se redressa, du blanc d'œuf dégoulinant le long du museau. Il se lécha les lèvres et souffla bruyamment. Il se pencha derechef et commença à laper le contenu de l'œuf. Mais il ne semblait pas le moins du monde incommodé. L'animal baissa de nouveau la tête pour poursuivre son repas et Grant se pencha pour regarder s'il se passait quelque chose. Entre les tables, le raptor fixa les yeux sur lui. L'animal poussa un grondement menaçant et commença à avancer vers Grant, traversant la salle à longue enjambée à une vitesse stupéfiante. Paralysé par la terreur, Grant était incapable de faire un geste. Mais l'animal émit soudain un cri étranglé et le grand corps bascula tout d'un bloc en avant. La queue puissante commença à battre convulsivement le sol et le raptor continua d'émettre des sons étouffés, ponctués de petits cris aigus. La bave lui monta à la bouche et la tête s'agita de droite et de gauche tandis que la queue martelait le sol. « Édain !» songea Grant. Mais l'agonie de l'animal se prolongeait. La vie semblait se retirer très lentement de lui. Grant leva le bras pour prendre un autre œuf et vit que les deux autres raptors étaient figés sur place. La tête inclinée sur le côté, ils écoutaient les cris de leurs congénères mourants. Un des deux raptors alla voir ce qui se passait. Le raptor moribond était parcouru de mouvements convulsifs et tout son corps tressautait sur le sol. Il n'émettait plus que des plaintes inarticulées et la bave mousseuse qui lui couvrait le museau était si abondante que Grant ne distinguait presque plus sa tête. Le deuxième raptor se pencha sur le corps de son congénère pour l'examiner. Il semblait tout à fait dérouté par les affres de cette agonie. Il s'approcha prudemment de la tête couverte d'écume, puis son regard se porta sur le cou agité de tremblements, les côtes qui se soulevaient et s'abaissaient précipitamment, les jambes. Il planta ses dents dans la cuisse de l'animal agonisant. Le raptor poussa un grognement de douleur, releva brusquement la tête et mordit son assaillant au cou. « Et de deux !» songea Grant. Mais le deuxième vélociraptor parvint à se dégager. Le sang coulait de son cou. Il leva la jambe et d'un seul mouvement de ses griffes puissantes éventra l'animal mourant. Les intestins jaillirent comme des serpents de la cavité viscérale et les hurlements du raptor emplirent la salle. L'assaillant se détourna, comme s'il était devenu trop compliqué de se battre. Il traversa la moitié de la salle, se pencha et se redressa, un œuf phosphorescent dans la gueule. Grant le regarda mordre dans l'œuf dont le contenu coula sur son menton. « Et de deux cette fois !» se dit Grant. Le deuxième raptor succomba presque instantanément. Il émit quelques cris étranglés et bascula sur le côté. Il renversa une table dans sa chute et plusieurs dizaines d'œufs roulèrent sur le sol.
Consterné, Grant les regarda s'éparpiller dans la salle. Il restait le troisième raptor. Grant avait encore une seringue, mais avec tous les œufs qui roulaient par terre, il allait devoir trouver autre chose. Il cherchait désespérément une nouvelle idée quand il entendit un grognement furieux. L'animal l'avait repéré. Pendant un long moment, le dernier raptor demeura immobile, se contentant de le regarder fixement. Puis, lentement, posément, l'animal se rapprocha de sa proie avec des mouvements saccadés de la tête. Il avançait prudemment, sans rien montrer de la vivacité dont il était capable lorsqu'il chassait en groupe. Le fait de chasser seul le rendait circonspect, et il ne quittait pas Grant des yeux. Le paléontologiste lança un regard circulaire. Il ne pouvait se cacher nulle part, il ne pouvait plus rien faire. Son regard revint se fixer sur le raptor qui avançait lentement en se déplaçant latéralement. Grant se mit à son tour en mouvement, en prenant soin de laisser autant de tables que possible entre le vélociraptor et lui. Lentement, très lentement, il se déplaça vers la gauche. Le dinosaure avançait toujours, dans la pénombre aux reflets rouges, la respiration sifflante, les narines dilatées. Grant sentit des œufs se briser sous ses pieds, le jaune collant à la semelle de ses chaussures. En se baissant, il sentit la bosse que formait la radio dans sa poche. La radio. Il sortit le poste émetteur-récepteur de sa poche et enfonça une touche. « Allô, c'est Grant !»« Alan ?» répondit aussitôt la voix d'Ellie. « Alan ?»« Je n'ai pas le temps de t'expliquer, » dit-il à mi-voix. « Continue à parler. »« Alan, c'est toi ?»« Parle !» répéta-t-il d'un ton pressant avant de pousser la radio sur le sol en direction du vélociraptor. Il s'accroupit derrière le pied d'une table et attendit. « Alan, dis-moi quelque chose, je t'en prie !» Il y eut des grésillements, puis le silence se fit. La radio restait muette. Le vélociraptor continua d'avancer en émettant des sifflements menaçants. La radio était toujours muette. Que faisait-elle ? Elle n'avait donc pas compris ? Le raptor se rapprochait de plus en plus. « Alan ?» En entendant la voix métallique, le dinosaure s'immobilisa. Il huma l'air, comme s'il percevait une autre présence dans la salle. « C'est moi, Alan. Je ne sais pas si tu m'entends ?» Le raptor tourna la tête et se dirigea vers la radio. « Alan, dis quelque chose !» Pourquoi n'avait-il pas poussé la radio plus loin ? Le raptor s'avançait vers l'appareil, mais il était trop près. Le pied puissant s'était posé à 1 mètre de Grant, qui voyait distinctement la peau granuleuse à la légère luisance verte et les traînées de sang séchées sur la griffe recourbée. L'odeur âcre du reptile lui emplissait les narines. « Alan, écoute-moi !»« Alan ?» Le raptor se pencha et poussa timidement la radio de la main. Il tournait le dos à Grant et la grosse queue de l'animal était juste au-dessus de sa tête. Grant leva le bras et planta la seringue dans la queue. Il eut à peine le temps d'injecter le poison. Le vélociraptor eut un haut le corps et poussa un grondement de surprise. Avec une stupéfiante vivacité, il se tourna vers Grant, la gueule ouverte. Ses mâchoires se refermèrent avec un claquement sur le pied de la table qui fut projeté sur le côté quand l'animal releva la tête. Grant tomba sur les fesses et se trouva à découvert. Le raptor se dressait au-dessus de lui, en levant la tête si haut qu'il heurta un projecteur à infrarouge qui se mit à osciller violemment. « Alan !» Le raptor tourna vivement la tête et leva son pied armé de fortes griffes. Grant roula par terre au moment où le pied de l'animal s'abattait en le frôlant. Il éprouva une douleur aiguë le long de l'omoplate et sentit sa chemise s'imbiber de sang. Grant continua à rouler sur le sol de la salle d'incubation, écrasant des œufs qui éclataient sur ses mains et son visage. Le raptor abattit de nouveau le pied, fracassant la radio et projetant une gerbe d'étincelles. Il poussa un grondement de rage et lança un 3e coup de pied. Grant heurta le mur, il ne pouvait aller plus loin. Le vélociraptor leva une dernière fois la jambe pour frapper. Et il bascula en arrière. L'animal se mit à respirer bruyamment et une bave mousseuse sortit de sa gueule. Gennaro et les enfants poussèrent la porte de la salle d'incubation, mais Grant leur fit signe de rester à l'écart. « Ouf !» murmura la fillette,
en regardant le vélociraptor se tordre dans les convulsions. Gennaro aida Grant à se relever. Ils sortirent tous les quatre et s'élancèrent vers la salle de contrôle. Contrôle. Tim découvrit avec stupéfaction que l'écran de la salle de contrôle clignotait. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Lex. Tim vit le docteur Grant écarquiller les yeux devant l'écran et avancer timidement la main vers le clavier. « Je n'ai jamais rien compris aux ordinateurs », fit le paléontologiste en secouant la tête. Mais Tim se glissait déjà dans le fauteuil. Il posa le doigt sur l'écran et un moniteur vidéo montra le cargo dans le port de Punta Arenas. Il n'était plus qu'à 200 mètres du quai. Sur l'autre moniteur, il vit le pavillon et les raptors penchés par la lucarne de la chambre. La radio leur transmettait leurs grondements. « Fais quelque chose, Timmy !» dit Lex. Il appuya sur une touche, set grid, et une case qui clignotait. Une réponse s'afficha sur l'écran. « Attention, exécution de la commande abandonnée. Alim Hawks insuffisante. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Tim. « J'ai déjà vu ça un peu plus tôt, » répondit Gennaro en claquant des doigts. « Cela veut dire que le générateur auxiliaire ne fournit plus assez d'énergie. Il faut lancer l'alimentation principale. »« J'y vais, » dit Tim. Il appuya sur « Alimentation principale » et un nouvel écran s'afficha. « Module de contrôle, alimentation principale. » Tim poussa un gémissement. « Et maintenant, que vas-tu faire ?» demanda Grant en voyant tout l'écran se mettre à clignoter. Tim appuya sur « Principal ». Aucun résultat. L'écran continua à clignoter. La gorge serrée par l'anxiété, Tim essaya « Circuit électrique principal ». Circuit électrique principal pas en service, alimentation auxiliaire uniquement. Sur l'écran qui clignotait toujours, il avança le doigt vers « Main set 1 ». Un message s'afficha aussitôt. Alimentation principale en service. Toutes les lumières de la salle de contrôle s'allumèrent et les écrans cessèrent de clignoter. « Hurrah, ça marche !» Tim appuya ensuite sur « Rétablissement circuit ». Pendant quelques secondes, il ne se passa rien. Le regard de Tim se porta sur les moniteurs vidéo, puis revint sur l'écran principal. Une fenêtre était apparue et demandait « Quel circuit voulez-vous rétablir ? Parc, maintenance, sécurité, pavillon, autre ?» Grant dit quelque chose, mais Tim ne comprit pas. Il perçut seulement la tension dans sa voix. Le cœur du garçon faisait des bonds dans sa poitrine. Lex lui hurlait dans les oreilles. Il ne voulait plus regarder le moniteur vidéo. La radio lui transmettait le bruit des barres d'acier qui se courbaient et les grondements des raptors. Il entendit Malcolm murmurer « Seigneur !» Il appuya sur « Pavillon ». Spécifier numéro du circuit à rétablir. Pendant un instant d'angoisse insoutenable, il fut incapable de s'en souvenir. Puis la mémoire lui revint et il entra F4. Mise en circuit, circuit pavillon F4. Sur le moniteur vidéo, Tim vit une gerbe d'étincelles jaillir du plafond et retomber dans la chambre. L'image disparut et l'écran devint tout blanc. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda Lex. Mais l'image revint presque aussitôt. Ils virent les raptors se tordre entre les barreaux. Ils les entendirent hurler au milieu des crépitements d'étincelles, tandis que retentissaient les cris de joie de Muldoon et des autres. « Et voilà !» dit Grant en donnant une grande tape sur l'épaule de Timmy. « Tu as réussi !»« Et le bateau ?» demanda Lex d'une petite voix au milieu de l'allégresse générale. « Quoi ? Le bateau ?» répéta la fillette en montrant le moniteur vidéo. Les constructions, qui occupaient tout l'arrière-plan de l'écran, se déplaçaient vers la droite, tandis que le cargo gouvernait vers bâbord pour accoster le quai. Des matelots se dirigeaient vers la proue, prêts à lancer les amarres. Tim reprit place dans le siège qu'il venait de quitter et revint au menu principal. Télécom VBB et Télécom RSD semblaient être les deux commandes ayant un rapport avec le téléphone. Il essaya Télécom RSD. Vous avez 23 appels ou messages en attente. Désirez-vous en prendre connaissance maintenant ? Il appuya sur non. L'un des appels venait peut-être du bateau, dit Lex. Comme ça, tu pourrais avoir le numéro de téléphone. Tim ne répondit pas.
Entrez le numéro que vous voulez appeler ou sélectionnez dans la liste avec F7. Il appuya sur F7. Des noms et des chiffres emplirent l'écran. Le gros répertoire n'était pas alphabétique et il fallut un certain temps à Tim pour trouver ce qu'il cherchait. VSL Anne B. Il ne lui restait plus qu'à trouver comment composer le numéro. Il appuya sur une rangée de touches en bas de l'écran. Voulez-vous appeler maintenant ou plus tard? Il demanda maintenant. Un message s'afficha. Désolé, votre appel ne peut aboutir. Erreur 598. Réessayez. Il réessaya. Il entendit d'abord la tonalité d'appel, puis la succession rapide des chiffres composés automatiquement. Ça marche? Demanda Grant. Bravo, Timmy, dit Lex. Mais ils sont presque arrivés. Ils voyaient sur l'écran la proue du navire se rapprocher du quai. Ils entendirent un sifflement perçant, puis une voix. Allô, John, c'est Freddy. Vous me recevez? À vous. Tim décrocha un des combinés de la console, mais il ne perçut qu'une tonalité. Allô, John, c'est Freddy. À vous. Réponds, souffla Lex. Ils commencèrent à décrocher tous les téléphones qu'ils voyaient dans la salle, mais partout, le seul son était celui de la tonalité. Tim remarqua enfin une lumière qui clignotait à côté d'un autre combiné fixé sur le côté de la console. Allô, contrôle, c'est Freddy, vous me recevez? À vous. Allô, Tim Murphy à l'appareil, j'ai besoin de vous. Pouvez-vous répéter, John? Je n'ai pas compris. N'accostez pas, vous m'entendez? N'accostez pas. Il eut un silence, puis une voix où perçait la perplexité. On dirait un gamin. N'accostez pas, répéta Tim. Vous devez regagner l'île. Il a bien dit, s'appelait Murphy, dit une voix déformée par la distance. C'est pas entendu, fit une autre voix. Tim se tourna fébrilement vers les autres. Gennaro saisit le combiné. Laisse-moi faire, dit-il. Peux-tu trouver son nom? Il eut un bruit de friture prolongé. Doit être une blague, un de ces foutus radioamateurs. Tim tapotait sur le clavier en se demandant comment trouver qui était Freddy. Vous me recevez? Demanda Gennaro. Si vous me recevez, répondez tout de suite. À vous. Nous ne savons pas qui vous êtes, mais vous n'êtes pas drôle, articula une voix traînante. Nous allons commencer les manœuvres d'accostage et nous n'avons pas de temps à perdre. Veuillez vous identifier ou libérer cette fréquence. Un nom apparut sur l'écran. Farrell Frédéric, capitaine. Capitaine Farrell, déclara Gennaro. Si vous ne faites pas demi-tour et si vous ne regagnez pas immédiatement l'île des Brumes, vous tomberez sous le coup de l'article 509 de la loi de navigation maritime et vous serez passible d'un retrait de licence, d'une amende de 50 000 $ et de 5 ans d'emprisonnement. Avez-vous bien compris? Il eut un long silence. Avez-vous compris, capitaine? Compris, répondit une voix affaiblie par la distance. En arrière toutes, lança aussitôt une autre voix. Le cargo commença à s'éloigner du quai et Lex poussa un cri de triomphe. Tim s'enfonça sur son siège et s'essuya le front. « Qu'est-ce que c'est cet article 509 » demanda Grant. « Aucune idée, » répondit Gennaro. Tous les regards convergèrent de nouveau sur l'écran vidéo montrant le navire qui s'éloignait du rivage. « J'espère que nous avons fait le plus dur, » dit Gennaro. « Le plus dur, » répliqua Grant, « ne fait que commencer. »